Je ne suis pas ingénieur, hein, nobody's perfect, mais en revanche, c'est une fonction qui m'est très chère. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années à l'université de technologie de Troyes. On m'entend pas ? D'accord. Et puis, j'ai travaillé avec certains grands groupes, par exemple EDF, hein, c'est vraiment une culture, comme vous le savez, une culture d'ingénieur. Et effectivement, ça m'est surtout pas indifférent. Alors, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est, on va pas parler tout de suite, si vous voulez, de la fonction d'ingénieur. Si on veut la repenser, me semble-t-il, on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation qui nous échoit. Franchement, elle est unique dans l'histoire humaine, et on espère bien qu'elle ne sera pas la dernière, mais en tout cas, celle-là est absolument unique. On va essayer après d'en dégager un petit peu les causes, et puis voir les perspectives que cela ouvre, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut repenser un peu, même plus qu'un peu, la fonction de l'ingénieur. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, et c'est très juste, il va falloir en quelque sorte la refondre. Alors là, vous avez les courbes que vous connaissez tous, hein, elles sont produites par le Resilience Center à Stockholm, un grand centre de recherche, qui est aussi le centre qui a défini le référentiel des limites planétaires. Vous la connaissez. Simplement, petite introduction pour savoir un petit peu où on se trouve. Vous voyez que systématiquement, partout à partir des années 50, quelle que soit la courbe, elle a tendance à s'envoler vers le ciel. Et effectivement, les années 50, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Vous l'avez visuellement sous vos yeux. Eh bien, c'est ce qui nous amène à rentrer dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire cette séquence. Je dis séquence parce que on ne sait pas quand ça va se terminer, donc on ne peut pas du tout dire à quoi on a affaire. Mais cette nouvelle séquence géologique qui aurait commencé à compter des années 50 et qui, en tout cas, aurait mis fin à la période précédente qu'on appelle l'Holocène, qui aura duré, si on fait commencer l'Anthropocène, à partir de 1950, 11 700 ans, et qui nous sépare de la fin sans effet rebond du précédent âge glaciaire. Ce qui a caractérisé l'Holocène de façon générale, c'est des conditions extrêmement favorables au développement des activités humaines, à commencer par l'agriculture, et sur la base de l'agriculture et d'une division du travail social plus raffinée, eh bien, les grandes civilisations. Or, depuis, disons, justement, les années 50, on s'emploie avec une détermination certaine à sortir de l'Holocène. Il est d'ailleurs fort probable que depuis 2018, nous soyons déjà rentrés dans la seconde phase de cet Anthropocène, c'est-à-dire le moment où on commence à recevoir les effets boomerang de nos perturbations antérieures. Là, vous avez la première courbe en haut à gauche, c'est la population. Je vous rappelle que durant le précédent âge glaciaire, au maximum, on était quelques millions. Il est fort possible même qu'à un certain moment, la population humaine soit redescendue à quelques dizaines de milliers. Avec l'invention, entre guillemets, de l'agriculture et de l'élevage, on a un essor démographique. Au maximum, la population était peut-être de 15 millions vers à peu près 9 000 avant l'ère chrétienne. Et puis, au tout début de l'ère chrétienne, on est probablement à peu près 350 millions à l'échelle de la planète. L'Empire romain, fin deuxième siècle, Rome, c'est encore 1 million d'habitants, même un peu plus, et l'Empire, c'est 60 millions. On sera 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1900, 3 milliards, là où vous voyez la rupture, 1950, 6 milliards en 2000, et on est très très proche aujourd'hui des 2 milliards, et d'ici le mi-temps du siècle, on attend encore une progression d'à peu près 2 milliards d'individus au maximum, qui vont tous naître, quasiment tous, en Afrique. Et encore, c'est pas l'Afrique en général, c'est dans les couches les plus pauvres. Partout ailleurs, on a vraiment entamé ce qu'on appelle la transition démographique, et le taux de fécondité par femme est largement inférieur, non seulement au taux de reproduction de 2, mais même inférieur souvent à 2. Donc voilà pour la population. La masse de la population n'est pas, de loin pas, vous le savez, responsable de tout. Mais en revanche, en termes de biodiversité, eh bien dès qu'un enfant naît, il a besoin d'une certaine surface pour régénérer son air, régénérer son eau, produire sa nourriture. Et donc sur le plan, grosso modo, de l'impact sur la biodiversité, chaque individu qui naît sur cette terre a à peu près un impact équivalent. En revanche, quand on regarde les flux d'énergie et les flux de matière, comme vous le savez, et j'y reviendrai peut-être dans le cours de mon exposé, c'est complètement différent. Et là, les écarts entre les riches et les pauvres sont tout à fait spectaculaires. Ensuite, vous avez le PIB. Eh bien, effectivement, il a décuplé durant cette période. Le PIB mondial continue à augmenter. Vous avez après certaines activités économiques qui seront pro rata. Et vers le bas, vous avez les effets sur les économies
écosystèmes, en termes de perte de biodiversité, j'y reviendrai, alors notamment perte de forêt tropicale, mais en termes de changement de la composition chimique de l'atmosphère, le CO2, c'est 47% en plus que ce qui existait dans la première moitié du 19e siècle. Là, vous avez ce schéma que tout le monde connaît, mais il est quand même intéressant, hein. C'est un des scénarios du rapport au Club de Rome, publié en 1972. Là, c'est le scénario Standard Run, c'est-à-dire en fait business as usual. Hein. Ça ne se voulait pas du tout une prévision, ça se voulait une projection. Mais en matière de projection, c'est pas mal. Trouvez-moi un modèle économique qui ait cette résilience au bout de 50 ans. Je vous assure que si vous le trouvez, je vous offre ad vitam aeternam une caisse de champagne toutes les semaines. Effectivement, il y a une marge d'erreur. Là, c'est la version qu'avait ressorti Meadows, mais dans le texte de Turner, l'article de Turner célèbre qui a été publié en 2012, il a refait les calculs jusqu'en 2010, et en fait, là, ça s'arrête à 2000, donc 10 ans de plus, et on a exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez en pointillé les courbes de l'époque, avec leurs paramètres, donc elles présentent toute une espèce de figure de courbe de Gauss, et vous avez en gras la réalité. Donc vous imaginez que si la réalité, dans les 20 ans qui viennent, continue à suivre la projection, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris, en gros, ce que ça signifie. Alors, effectivement, c'est cette période très particulière dans laquelle on est. Alors, en fait, on a trois grands paramètres, et je vais les lister assez rapidement, de la situation de perturbation très forte dans laquelle nous sommes en train d'entrer. On a effectivement le paramètre climat, et encore une fois, le climat, ce n'est pas une fin en soi. Hein, c'est simplement les conditions optimales d'épanouissement des espèces qui vivent sur Terre. Donc si, par exemple, pour répondre à un défi climatique, vous avez des solutions comme ce qui était le cas, par exemple, dans le rapport 2018 spécial du GIEC, la partie des économistes, si vous pensez que, par exemple, vous devez développer les émissions négatives, il y aurait une conséquence dramatique sur la biodiversité, c'est franchement pas la bonne solution. Alors, on a le climat, on a la biodiversité, puis très rapidement, je reviendrai sur les ressources, parce que pour le métier d'ingénieur, c'est effectivement très important aussi que d'avoir les ressources en tête. Disons, le problème que nous pose aussi bien le climat que le vivant, hein, et à la limite les ressources, c'est la rapidité du phénomène. Si je prends par exemple le passage d'une ère glaciaire et une interglaciaire et vice-versa, sauf accident, on a une progression de la température moyenne d'1 degré tous les 1000 ans. Les générations qui ont vécu ça avant nous ne se sont même pas rendues compte qu'il y avait un changement climatique. Là, vous allez le voir, on a pris depuis pratiquement la fin des années 70, pratiquement 1 degré. Alors là, c'est tout autre chose. Ça va très vite. Et on pourrait, j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, mais on pourrait se retrouver avec une augmentation de plusieurs degrés, 4-5 degrés, d'ici à la fin de ce siècle. Donc là, vous voyez bien que c'est d'une rapidité extraordinaire, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu. La question de la biodiversité est rigoureusement la même. En fait, quand on parle d'extinction massive, et comme vous le savez, on a connu 5 extinctions massives avant nous, eh bien c'est lorsque dans un pas de temps, je sais pas moi, de T à T plus 1, et en général, c'est-à-dire au moins 100 000 ans, vous avez jusqu'à 75% des espèces qui vivaient au début du pas de temps qui ont disparu à la fin du pas de temps. On n'en est absolument pas là, on a fait disparaître à peu près peut-être 5% des espèces. En revanche, là où c'est très très différent, où c'est très inquiétant, et c'est ce qui motive l'expression de 6e extinction, c'est la rapidité du phénomène, n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, même lors des grandes extinctions. On est sur un rythme supérieur de 100 à 1000 fois, et probablement plus près des 1000 que des 100, et j'y reviendrai, par rapport au rythme traditionnel d'érosion des espèces sur Terre. Alors, je vous rappelle très, très rapidement, disons, un petit peu l'histoire scientifique qui est là derrière. Et puis, vous savez, c'est tout d'abord Horace Bénédicte de Saussure qui gravit le Mont Blanc, et puis avec le guide, enfin le proto-guide, Balma, et évidemment, il expérimente ce qu'on sait tous, c'est-à-dire que quand on s'approche du Soleil depuis la Terre, évidemment, la température descend. Donc, si la Terre n'était chauffée que par le Soleil, la température moyenne aurait été de
grosso modo moins 18 degrés, la vie ne s'y serait pas développée. Ce qui permet à la vie de se développer, c'est la composition chimique de l'atmosphère, notamment en premier cas la vapeur d'eau, le principal gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote. Et donc on va identifier ces gaz, on va expérimenter, montrer effectivement en quoi eh bien, ils maintiennent à la surface de la Terre le chauffage solaire, si vous voulez. Et donc on va stabiliser ces connaissances dans les années 1860 avec le physicien Tyndall. Vous savez, vous avez ensuite après Arrhenius, mais Arrhenius il est suédois, il fait ses calculs vers la fin du 19e et début du 20e siècle, et quand il se rend compte qu'effectivement avec le rythme de consommation des fossiles de l'époque, eh bien, dans 4 à 5 000 ans, la température aurait augmenté de 4,5 degrés. On est tout à fait dans le rythme d'un passage d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire. Ça ne l'inquiète absolument pas. Au contraire, il est très heureux. Il imagine qu'au lieu d'avoir 3 km de glace dans 5 000 ans sur Stockholm, eh bien, il y aura des palmiers à Stockholm, ce qui, pour un Suédois, pouvait, au moins à l'époque, en tout cas, être réjouissant. Et Arrhenius ne s'est absolument pas inquiété. Les inquiétudes, elles vont venir dans les années 50, elles vont venir avec les travaux de Revel et son assistant, Charles Keeling, qui va commencer à partir de 58 à mesurer au jour le jour la variation et l'augmentation de la concentration de CO2 avec l'aspect saisonnier. Et juste pour le fun, vous avez un article de Science et Vie, donc pas une revue scientifique, une revue de vulgarisation, qui date de mai 59, et ça vaut le coup de revisiter cet article. Ça en vous dit long sur la mentalité de l'époque. Voilà, on dit oui, l'humanité est en train de faire une expérience, etc. Mais bonnes gens, ne vous inquiétez pas, en l'an 2000, souvenez-vous de l'expression en l'an 2000 des années 50, des années 60, en l'an 2000, nous maîtriserons le climat de la Terre, ce qui fait qu'avec un simple thermostat, un petit coup à gauche, on ira tous à la piscine, un petit coup à droite, tous au ski. Et il ne vous a pas échappé que ce n'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bonne leçon pour l'ingénieur, apprenons un petit peu une modestie. Là, vous aviez le délire total de l'époque. Vous savez ensuite que la communauté scientifique va commencer à s'organiser avec des grands programmes internationaux dès les années 60. Et puis, la décennie décisive, c'est la décennie 80. Mais cela dit, dès les années 60, on commence à fabriquer les 2 premiers modèles qui vont commencer à fonctionner dans les années 70. Un modèle, je vous le rappelle, c'est à peu près, grosso modo, une centaine de chercheurs pendant 10-20 ans. Et puis ensuite, on réajuste en permanence le modèle, d'ailleurs, comme on le fait pour la météo. Et puis c'est la décennie 80 qui sera la décennie décisive. C'est celle à l'issue de laquelle, en 88, on va créer le GIEC. Et vous savez ensuite, toutes les COP qui ont eu lieu, et comme vous le savez, en fait, aucune de ces COP n'a eu la moindre incidence sur nos émissions mondiales. Elles n'ont jamais cessé d'augmenter. Alors, du coup, la conséquence, bien, vous le voyez ici, on a une augmentation de 0,2 de la température de la moitié de 1850 jusqu'au seuil des années 40. Là, nous n'y sommes pour rien, c'est la sortie du petit âge glaciaire. Je vous rappelle, le petit âge glaciaire, à l'échelle de la planète, il commence au début du XIIIe. En Europe, il est sensible à partir du début du 2e tiers du XIVe. Et quand 1347-1349, vous avez la peste noire qui arrive dans l'ouest de l'Europe, eh bien, elle emporte parce que les gens étaient dénutris depuis une vingtaine d'années. Là, par exemple, la source des protéines, c'était les étangs, les mares. Ça baisse de 20%, c'est à peu près pareil pour les cultures. Et on a parfois même des années où les cultures pourrissent sur pied. Donc la peste noire emporte, suivant les endroits, entre 1 personne sur 2 et parfois même 2 personnes sur 3. Donc là, on a la sortie de ce petit âge glaciaire, très sensible encore au XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle, ça se réchauffe sur tous les plans, aussi comme vous l'avez vu sur le plan des idées. Et donc là, on a un plateau d'une trentaine d'années. Ce plateau, ça s'explique facilement parce que quand on émet une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle ne réalise immédiatement qu'1 tiers de son pouvoir de réchauffement. Les 2 autres tiers, elle va les réaliser par des rétroactions positives successives sur les années qui vont venir. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, le climat qu'on aura dans 2030, quand bien même on deviendrait absolument vertueux d'ici à demain, ça ne changerait rien.
On aurait un petit peu plus de latitude la deuxième décennie, un petit peu plus la troisième et beaucoup plus après sur notre futur. Ce qui nous pose un énorme problème. C'est-à-dire que si l'on fait des efforts, pas en termes d'adaptation, justement, ça c'est important, mais en termes de réduction, il nous faudra assez longtemps pour en avoir les bénéfices qui, vous imaginez, politiquement, n'est pas une chose facile. Donc la température commence à augmenter à compter de la fin des années 70, et là, donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 1 degré. Si je prends là le modèle de l'IPSL, eh bien, c'est pas le modèle synthétique du GIEC, là, c'est le modèle de l'IPSL qui est un petit peu plus pessimiste. Et bon, au moins, il a ça d'intéressant, c'est qu'il ne commence pas à varier ses scénarios avant même que nos émissions n'aient commencé à varier. Pour le moment, ça reste quand même le déterminant de ces variations. Eh bien, on peut s'attendre à avoir au moins des années à plus 2 degrés à compter de la décennie 2040. De même, le MET avait calculé qu'on avait 40 chances sur 100 d'avoir une année, de connaître déjà une année à plus 1,5 degrés dès le milieu de cette décennie, avant même le milieu de cette décennie. Et j'insiste là-dessus, j'ai du mal à comprendre qu'on continue encore à, si vous voulez, à communiquer sur ces questions. Le GIEC a communiqué pendant 30 ans sur la moyenne de la température à la fin du siècle, d'une part, et d'autre part sur la moyenne de température et sur la fin du siècle. Donc en fait, si vous voulez, 2 aspects qui ne parlent pas à nos sens. Donc si on avait voulu avoir un discours qui porterait très peu, on n'aurait pas fait mieux. En fait, ce par quoi nous sommes très sensibles au changement climatique, c'est par les événements extrêmes. C'est les événements extrêmes qui nous parlent et qui nous touchent. Et je vous donne un exemple, je me permets de le faire parce que je le connais bien, c'est Hervé Le Treut qui me racontait ça. Lui, jusqu'en 2017, si vous voulez, il faisait ses modèles un peu comme un boulanger fait ses petits pains. Il était intéressé à son boulot, rassurez-vous, mais voilà, ça restait extérieur. Et puis, depuis 2018, il a constaté ce qu'on a tous constaté, c'est qu'effectivement, ce qu'on leur racontait dans les modèles, et avant 2018, en dehors peut-être des cyclones, on ne voyait pas vraiment, dans les événements extrêmes, de choses dont on n'aurait pas trouvé un précédent. Le signal était assez peu lisible. Il devient très lisible à partir de 2018, et lui me dit, là, je commence à avoir peur. Ça faisait 30 ans qu'il faisait ces modèles, c'est en 2018 que ça le touche et qu'il commence à appréhender complètement différemment son sujet. Donc effectivement, à partir de 2040, la probabilité pour qu'on ait des années à plus de degrés est très importante. Donc d'avoir des événements extrêmes au prorata d'une température de plus 2 degrés. Quand vous voyez déjà, et je vais revenir tout de suite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas très amusant. Là, vous avez les variations assez incompréhensibles dans ce scénario-là, puisque de toute façon, on n'a absolument pas changé nos émissions. Je passe ça, je reviendrai sur d'autres choses. Voilà. Si on prend par exemple les températures, c'est assez étonnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier qui était paru il y a 4 ans, avec notamment des chercheurs plutôt jeunes de Météo France, et dont le résultat de leur travail était le suivant, c'est qu'on risquait toujours, à la fin du siècle, avec un scénario de température qu'on n'atteindra peut-être jamais, qu'on pouvait avoir des maxima de température, et les plus élevés dans l'est de la France, pas dans le sud, et oscillant entre 50 et 55 degrés. Personne n'avait pris ce papier au sérieux. Personne n'avait pris ce papier au sérieux. On ne pensait pas du tout qu'entre si vous voulez, la moyenne et les écarts, il pouvait y avoir justement, et les maxima, il pouvait y avoir un tel écart. Et donc, eh bien, en France, on l'a déjà mesuré en fin juin 2019. Vous avez eu dans un petit village de l'Hérault, peut-être ça a duré 1 heure et demie, une température de 46 degrés, avec des effets destructeurs sur la vigne qui était alors jeune et sur les plants qu'on venait de pousser. Alors là, quel que soit le cépage, tous ces plants sont morts, mais sinon, les feuilles ont grillé, pas pour tous les cépages, mais pour un grand nombre, et les fruits ont complètement grillé. Là, vous avez vu cette année, c'est quand même assez effrayant. On a eu une latitude relativement au nord, donc souvenez-vous du fameux est de la France par rapport au sud. On a une latitude assez au nord, avec le fameux dôme de chaleur dans la région de Vancouver et à Lytton jusqu'à 49,6 degrés. On a eu 48 au sud du cercle arctique,
au nord de la Sibérie. Et on a eu à Syracuse 47, je sais plus, je crois que c'est 47, j'ai dû le noter là. Oui, je crois que c'est 47,8, je ne l'ai pas noté là, mais à Syracuse, cette année. Et puis, désormais, depuis 2018, on a régulièrement des endroits sur Terre où on a des températures soit qui affleurent, soit qui même légèrement dépassent les 50 degrés, et pas du tout dans des déserts. On connaît les mégafeux. Vous savez que la spécificité d'un mégafeu, c'est d'avoir une chaleur au sol qui peut être 10 fois supérieure à ce qu'on connaît avec un feu ordinaire. On a des inondations qui sont tout aussi hors normes que ces mégafeux. Maintenant, systématiquement, quand on a un cyclone de catégorie 5, on a des rafales de vent supérieures à 200, ça peut même parfois avoisiner les 400 km/h. On voit que les phénomènes extrêmes sont plus destructeurs que ce qui pouvait être le cas. Et donc, ça m'amène à vous dire que l'enjeu essentiel, si vous voulez, du changement climatique, et je vais y revenir, c'est vraiment la modification de l'habitabilité de la planète. C'est ça l'essentiel. Alors, modification de l'habitabilité de la planète, je vais revenir, je passe très vite sur certaines choses. Là, vous avez jusqu'en 2019, le nombre de jours plus le cercle est gros, avec des températures situées entre 25 et 30. Là, la modélisation suivante, on est déjà au-dessus, on est entre 30 et 35. Et là, ça devient quasi systématique. Donc on voit bien là un changement climatique qui est vraiment très profond. Alors là, on compare l'été 2003 à ce que pourrait être la fin du siècle avec une température qui avoisine les 4 degrés. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, l'été 2003 est très frais. Et puis là, c'est pour vous montrer, ça c'est par exemple le cyclone Harvey, c'est-à-dire qu'effectivement, on connaît des inondations hors normes. Si on avait aujourd'hui, avec le type d'infrastructure qu'on connaît aujourd'hui au sol et en terre, une inondation comparable à celle du début du siècle en France, à Paris, le coût serait de 28% du PIB français. Vous imaginez, 28% du PIB français. Ce genre d'inondation, simplement, à Paris. Bon, là, c'est la mer de glace, vous savez ça. Là, c'est les effets sur le scolyte. On est dans la région de Vancouver. On voit très facilement le front avancer. Et puis ça, vous commencez maintenant à la voir dans nos forêts ici aussi. Là, je travaille pour le Luxembourg. Le tiers de leur forêt est quasi morte. Ce sont des résineux qui ne résistent absolument pas à cette latitude et à cette altitude au changement climatique. Là, pour des ingénieurs, c'est intéressant. Là, c'est Ophélia, octobre 2017. Et effectivement, c'est un cyclone qui commence au nord de l'Espagne et qui finit normalement au nord de la Finlande. En fait, ça nous apparaissait impossible. Ça ne pouvait pas exister. Et donc, quand le cyclone s'est produit, il n'y avait aucun modèle qui pouvait le figurer. Parce que ça ne devait pas exister. Et de manière générale, et je vais vous le rappeler pour la question de la chaleur humide, autant, évidemment, on ne s'est pas trompé sur la trajectoire générale. En revanche, si vous voulez, sur tout ce qui est événement extrême, on a toujours été en dessous, largement en dessous de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. Alors, ce qui n'empêche pas des fois les très belles réussites. Vous avez dans le rapport du GIEC de 2007 la phrase suivante: « Nous connaîtrons à compter de 2020 des méga-feux en Australie. » Bravo. Et on ne parlait pas, évidemment, à l'époque de méga-feux. Alors, personne n'avait fait attention à ce passage. On l'a relu après l'Australie. Là, c'est simplement l'intensification, l'aridification des zones. Et effectivement, au-dessus des tropiques, c'est très marqué. Alors, très rapidement, j'en viens à cette question d'habitabilité de la Terre. Bon, la Terre est en permanence, ça veut dire que si vous voulez, de façon autonome. Bien sûr, on peut vivre en Antarctique, mais à un coût énergétique et en apportant tout sur place. Imaginez que des scientifiques soient abandonnés à eux-mêmes pendant quelques mois sans aucun apport, ils finiraient leur existence assez rapidement. Donc la vie n'est possible qu'entre, grosso modo, 11, 15 et 16, puisqu'on est à 16 degrés aujourd'hui. Donc là, c'est un papier qui est paru il y a un an et demi, et encore une fois, avec un scénario plutôt élevé. Là où aujourd'hui on a une température moyenne de 29 degrés, c'est 0,8% de la surface terrestre. Et vous allez voir dans certaines prévisions que je vais vous montrer tout à l'heure, là on pourrait avoir ce phénomène pour une grande part, toute l'immense bande tropicale, au moins.
Et donc, effectivement, si vous voulez, l'enjeu du changement climatique, c'est modifier l'habitabilité de la Terre. Dans un premier temps, c'est une réduction physique par la montée des mers, qui est partie pour des millénaires. C'est une modification, on va le voir, je vais y revenir, biophysique par le phénomène de la chaleur humide, mais qui pourrait immensément s'étendre. Et puis, évidemment, c'est une modification plus qualitative, c'est-à-dire, alors qu'on était très optimiste au début des années 2000, on commence à se rendre compte qu'effectivement, on aura de plus en plus des problèmes de production alimentaire. Pour le moment, on constate simplement un tassement de la progression de la production de céréales au monde. Mais en revanche, vous avez vu, cette année, on a un défaut de production de blé dur, celui avec lequel on fait les pâtes. On apprend des choses aussi bizarres. Par exemple, une étude nous montre que le changement climatique augmente l'appétit des ravageurs en Europe. Que le changement climatique fait que, en fait, le caractère nutritif de certaines plantes est en train de diminuer, etc. On découvre aussi d'autres choses, mais le fait que nous aurons des difficultés, et simplement ce que je viens de vous montrer avec les températures, à produire de la nourriture dans la décennie et les décennies qui suivent, c'est quelque chose qui est en train de s'imposer aujourd'hui. Et donc là, si vous ajoutez à ça tous les autres phénomènes extrêmes, en fait, si vous voulez, vivre sur Terre va devenir de plus en plus incertain. C'est-à-dire on pourra à chaque moment voir nos projets contrariés, si ce n'est parfois contredits et annihilés, par des aléas. C'est ça que signifie le changement climatique. Donc une réduction et une péjoration de l'habitabilité de la Terre. Et le facteur le plus impressionnant, c'est ce qu'on appelle la chaleur humide. Là aussi, c'est intéressant parce que les premiers papiers qu'on voit apparaître là-dessus, moi, le premier papier que j'ai lu était daté de 2014. C'est donc extrêmement récent, 2014. Et évidemment, comme toujours, on nous racontait qu'au mieux, ça serait vers le mi-temps du siècle et plutôt vers la fin du siècle. En fait, vous le savez, je ne sais pas si je l'ai mis normalement tout à l'heure sur la slide, le phénomène s'est produit et au Pakistan cet été et dans le Golfe Persique. Alors, c'est quoi la chaleur humide ? Nous sommes, par certains côtés, des machines thermodynamiques, et nous autres, nous ne sommes pas des chiens. On régule notre température interne par la transpiration. Et effectivement, si à la chaleur ambiante s'ajoute un très fort taux d'humidité, eh bien, nous n'arrivons plus à évacuer la chaleur de notre corps par notre transpiration. Donc, elle s'accumule dans notre corps. Dans des conditions extrêmes, on peut mourir en une dizaine de minutes, et plutôt en plusieurs heures. Et même si on ne meurt pas, c'est comme un moteur qui chauffe, il y a franchement des dégâts biologiques qui ne sont pas négligeables. Alors, laissez tomber les dates, elles n'ont pas grand sens, mais regardez plutôt les degrés, et souvenez-vous de ce que je vous ai montré avec l'IPSL tout à l'heure. Effectivement, là, on risque, dans la décennie, de connaître ce phénomène sous une forme déjà importante, rendant difficilement habitable, si ce n'est inhabitable, certaines régions sur Terre. Et évidemment, plus je monte dans la température moyenne, et là je peux arriver au schéma de tout à l'heure, même en un peu plus accentué, celui du papier dont je vous ai parlé. Donc là, on a vraiment l'enjeu, si vous voulez, l'enjeu climatique. Alors très vite, je passe... ça, j'aime toujours lire ça, c'est l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous le lis parce que ça vaut le coup. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. En d'autres termes, le maintien du commerce est plus important que le climat. Alors, j'ai rien contre le commerce, il n'y a pas d'humanité sans commerce. Vous prenez les petites civilisations de la fin de l'âge du bronze autour du bassin méditerranéen, vous aviez beaucoup de cités marchandes, des petits royaumes liés à des cités marchandes qui n'étaient pas capables de produire leur nourriture. Donc ils l'achetaient, ils l'importaient. Ils importaient le blé, ils importaient l'huile d'olive et ils importaient le vin. Donc attention, mais là on reste sur une importation non carbonée et à distance relativement courte par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais là, on sait très bien que le type de commerce qu'on a aujourd'hui, qui est un commerce qui consiste à penser que la Terre est plate et que les déplacements n'ont aucune incidence, n'importe quel objet a fait plusieurs fois le tour de la Terre avant de se retrouver dans le caddie d'un chaland quelconque. Et ce commerce-là, on ne le touche pas. Donc ne vous étonnez pas qu'il n'y ait eu aucune conséquence des COP, puisque de toute façon, le texte cadre
nous dit bien que le plus important, c'est pas le climat. Alors, ils n'ont pas tout à fait compris, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ça, je passe tout ça, je passe très vite. OK. Je passe. Je vais en arriver à cette slide-là, parce que le temps passe. Et là, je veux dire, c'est assez important parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas la trace, enfin l'effet d'ailleurs plus exactement, à une échelle plus globale des efforts qu'on a conduits en termes de décarbonisation de nos dispositifs énergétiques. Si vous regardez, là je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais je ne l'ai pas souligné, si vous regardez par exemple la statistique 2019, donc avant la Covid, des pays du G20, et dedans vous avez un pays comme l'Allemagne, d'autres pays qui ont vraiment beaucoup développé l'éolien, pour le G20, en 2019, c'était 0,1% de baisse de nos émissions. Donc manifestement, on doit avoir un problème avec la manière dont on calcule. On calcule en ROI strict, en retour sur investissement énergétique strict. C'est assez faux. Il faudrait prendre en compte toutes les dépenses annexes, y compris en termes d'infrastructure. C'est très compliqué. On ne parvient pas à le faire. Je sais qu'il y a un labo qui essaie de faire ça depuis des années. Il n'arrive pas à un résultat probant. Mais on a là un véritable problème qui doit intéresser d'ailleurs l'ingénieur. On a effectivement pour le pétrole une source comment dire, on a un effondrement de la productivité. C'est-à-dire autrefois, dans les années 50, j'investis dans les grands champs pétrolifères, Gabouar, ailleurs, j'investis un baril, j'en récupère 100. Aujourd'hui, en pétrole conventionnel, j'investis un baril, j'en récupère entre 15 et 20. Si je vais du côté, par exemple, des sables bitumineux, que vous voyez là, j'investis un, je retire entre 3 et 5. Et encore une fois, c'est du ROI strict et pas du tout étendu. Donc c'est sans doute très optimiste. Et puis je dirais que ça résume tout en termes de ressources. Vous avez là les ressources halieutiques de l'Atlantique Nord en 1900. Vous voyez, sur les plateaux continentaux, on a une très grande richesse. Et vous voyez, il y a un an de ça, déjà ça. C'est-à-dire des océans quasiment vides. Et on sait qu'effectivement, on risque d'avoir des océans sans beaucoup de faune halieutique dans les décennies qui viennent, en dehors des méduses. Mais là, c'est une autre histoire. Alors, là, je vais vous montrer deux slides qui sont très différentes. L'une, là, c'était la traduction par un bureau d'études bioévolution. Qu'est-ce qu'il faut faire si on prend le scénario SPP1, c'est après la publication du rapport spécial 15 du GIEC en 2018. Et donc, si on doit redescendre de plus de la moitié la consommation énergétique mondiale, et en 10 ans, on va assez peu jouer sur les techniques et assez peu jouer sur les infrastructures, puisqu'on va être sur un pas de temps très court. Et en tout cas, au moins les premières années. Et là, je veux dire, avec ça, c'est pas facile d'aller chercher le chaland électoral. C'est moins 76% pour la mobilité. Le résidentiel qui se restreint de 74%. Là, je travaille avec le Luxembourg là, sur un projet qui est Luxembourg en transition 2050. On prend vraiment avec 3 équipes maintenant qui restent après les concours d'architectes, mais qui incluent des bureaux d'études largement au-delà de la compétence d'architecte. On prend totalement au sérieux un Luxembourg neutralité carbone 2050. Alors, je vous assure que l'exercice est très intéressant parce que vous n'y arrivez pas, par exemple, sans réduire le bâti. Effectivement, sans réduire la surface du bâti. Il n'y a plus d'autoroute. Il y a tout un réaménagement de la distance entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille. C'est-à-dire, c'est des contraintes gigantesques. Vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, comment vous pourriez faire passer ces contraintes en France. Là, ce n'est pas des gilets jaunes, vous avez des gilets arc-en-ciel. Ils sont par-dessus les ronds-points, sur les arbres, partout. Donc, là... évidemment, sur les biens et services, on diminue aussi presque de 3/4. Les vols d'un peu moins de 3/4. L'alimentation, c'est là aussi. Alors l'alimentation carnée fond, elle n'arrête pas, elle fond, ce qui est différent, on pourrait revenir dans la discussion. Donc quand on regarde ça, effectivement, vous dites on n'y arrivera jamais. Effectivement, ce n'est pas une chose simple. Maintenant, si je regarde ça, là, j'ai quelque chose de plus sympathique quand même, et qui nous montre que la chose n'est pas complètement absurde. Là, vous avez, donc vous reconnaissez le donut, en gros, vous avez à droite le Sri Lanka, ça pourrait être le Costa Rica, ça serait mieux, et vous avez à gauche les États-Unis.
Je ne sais pas si le pointeur... Si, là, le bleu clair, ça renvoie aux 11 critères des Nations Unies. Et si je prends par exemple le premier, le bien-être, vous avez l'alimentation, la santé, l'égalité, l'emploi, l'accès à l'énergie, l'éducation, etc. La qualité du système démocratique, etc. Donc là, vous voyez que quand les morceaux de camembert sont sur le bleu, on a satisfait pleinement ces 11 critères. Et la partie verte, c'est l'empreinte écologique. Et là, on est une empreinte écologique 1. Et en fait, si on voulait vraiment être très sérieux, on ne devrait pas être une empreinte écologique 1. On devrait être à peu près comme ça. C'est-à-dire là, on doit être à peu près à 0,8 planètes. Et si on veut régénérer les écosystèmes autour de nous, on devrait être à 0,8 planètes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas du tout été conçu pour ça, bien sûr, mais quand même, si vous regardez ça, c'est pas quand même absurde. Maintenant, si vous imaginez qu'on conçoit la société pour qu'on arrive au bleu, on y arrive, sans faire exploser le vert. Là, vous avez les États-Unis, même dans le cas du schéma là, ils ne sont pas au bleu partout, mais en plus, c'est complètement faux. Ça, c'est totalement faux. Vous lisez, alors, et je choisis à dessein cet auteur, Angus Deaton. Angus Deaton, c'est plutôt un chantre du néolibéralisme. Eh bien, son dernier livre est passionnant, je vous invite vraiment à le lire. Il porte sur, si vous voulez, l'effondrement de l'espérance de vie, l'effondrement de l'espérance de vie en bonne santé pour les classes moyennes pauvres nord-américaines, avec une explosion du taux de suicide. C'est assez spectaculaire, et sans ça, vous ne comprenez pas, d'ailleurs, l'élection de Trump, en tout cas, c'est une partie de l'équation. Et là, évidemment, côté états-unien, cette fois-ci, on est à 5 planètes. On est à 5 planètes. 5 planètes pour ne même pas satisfaire les besoins. Et pire, là, on a vraiment un déficit terrible. Et on le sait aujourd'hui, on le sait. Le premier papier qui a montré ça, c'est un papier de 1974 d'Esterlin. Une fois qu'on a atteint un certain seuil de confort, eh bien, si vous voulez, l'addition à ce confort matériel, l'augmentation du PIB et du pouvoir d'achat n'est plus corrélée à l'augmentation du bien-être. Même parfois, elle peut être corrélée, mais négativement. Donc, on continue sur un train, on continue avec, si vous voulez, la mémoire des 30 Glorieuses, où là, effectivement, accroissement du PIB signifiait accroissement du bien-être, c'est clair. On a supprimé les toilettes dans le jardin, à moins 20, c'était quand même assez difficile. Vous avez des appartements plus grands, plus confortables, bien chauffés, etc. Un système hospitalier qui fonctionne, une fonction publique qui fonctionne, un INSA qu'on crée qui fonctionne très bien, etc. Donc, effectivement, tout ça accroît le bien-être. On a eu une réduction des inégalités vraiment importantes durant cette période. Et puis, on avait le plein emploi. Et donc, on continue à faire comme si le PIB signifiait ça, ce qui n'est pas le cas. Il est en train de détruire, on l'a vu, l'habitabilité de la planète. Donc, il faut quand même qu'on commence à en tirer quelques conséquences. Donc, maintenant, si j'ai ça en tête et si je regarde les causes, elles sont très simples. Je vous ai parlé de la démographie, mais le problème se résout tout seul. En fait, les causes de dégradation les plus importantes, c'est et là, je vais remonter un peu en termes de slide. Non, c'est là. C'est le volume de nos économies. Ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est le volume de nos économies, c'est-à-dire la masse d'objets qu'on produit et la masse d'infrastructures qu'on aménage. C'est très clair. Et l'Agence européenne vous le dit très clairement, ils le disent après. En fait, si on veut vraiment relever le défi, évidemment, personne ne veut l'entendre. Si on veut relever le défi, il faut produire moins d'objets, produire moins d'infrastructures et des infrastructures plus légères. Maintenant, si on veut faire ça sans que le PIB non plus ne s'effondre totalement, ça veut dire qu'il faudrait parvenir à créer des activités qui seraient humano-vivant-centrées, extrêmement légères matériellement, extrêmement légères énergétiquement. Waouh, c'est quand même un sacré défi. Et maintenant, si je veux encore pousser un cran plus loin, je vous donne la statistique d'Oxfam. Vous avez parfois des chercheurs qui ont donné une statistique mais on reste dans le même ordre de grandeur, mais un peu moins forte. Mais là leur dernière évaluation, c'est le pourcent les plus riches sur la planète
émet à lui seul 15% des gaz à effet de serre, et les 10% les plus riches émettent 52% des gaz à effet de serre, 10% plus de la moitié des GES, et les 50% les plus pauvres n'émettent que 7%. On a dit ça à Zemmour, il n'a pas compris. Mais bon, là, vous voyez bien que c'est un défi anthropologique énorme. Ça voudrait dire que les élites du futur doivent elles-mêmes décider la baisse de leur empreinte, et donc forcément la baisse de leurs standards. Et ça veut dire, c'est pas du gauchisme, hein, je ne dis pas qu'on va y arriver, je ne dis pas qu'il faut le faire, je traduis simplement. Ça voudrait dire, si vous voulez, quand même un resserrement sur le plan matériel, j'entends, un resserrement sur le plan matériel du pouvoir d'achat des uns et des autres. Waouh! C'est pas exactement ce qu'on a fait ces 30 dernières années. Et ça voudrait dire aussi que pour récompenser le mérite des uns et des autres, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas que le salaire, là on peut jouer aussi par exemple sur le patrimoine, on peut jouer sur d'autres aspects, mais en tout cas, ce n'est pas exactement le même profil de société. Alors, maintenant, si on regarde ça du côté de l'ingénieur, eh bien, je dirais qu'effectivement, l'ingénieur ne peut plus être au service d'un accroissement aveugle du PIB. Il doit comprendre qu'effectivement, il faut produire plus léger, produire moins, il faut arriver à penser autrement les infrastructures, c'est des défis qui sont des défis gigantesques. Il faut peut-être aussi qu'il pense au low-tech. Aujourd'hui, vous le savez, tout notre high-tech est très lourd en métaux semi-précieux. Alors, le low-tech, ça veut simplement dire le low-tech que la complexité n'est plus simplement dans l'objet, elle est dans la relation entre l'objet, les services qu'il va vraiment rendre, son inscription sociale et son inscription dans la durabilité. Je vous donne l'anti-exemple absolu, c'est le numérique tel qu'on l'a développé. Le numérique tel qu'on l'a développé, et il n'y a pas que des raisons techniques, il y a aussi des raisons commerciales qui sont là. Vous le savez, ça a fragmenté complètement l'espace social. Dans les années 60, 70, vous aviez une ou deux grandes chaînes de télé, quelques journaux, et alors surtout pour les grands médias audiovisuels, par principe, le discours ne pouvait pas être extrême, puisque le discours s'adressait à tout le monde. Maintenant, si vous allez sur Fox News, et si vous faites du CBS, vous êtes viré. Parce que la raison pour laquelle Fox News marche, c'est le côté extrême de la proposition qui est faite. Donc, on a ça, on a effectivement la manière dont fonctionnent les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche enferment les gens dans des niches cognitives, et vous avez vu à quel point c'est dramatique aujourd'hui. Je vais vous rappeler quelques-unes des sectes complotistes. Je ne sais pas si vous... Alors, une des premières, c'est la secte des célibataires non volontaires. Donc, vous avez une partie des garçons des États-Unis qui sont, alors passez-moi l'expression, mais passablement tarés, qui sont, alors c'est même pas de l'antiféminisme, si vous voulez, c'est une haine pour les femmes en général, mettez-vous à leur place, ils se font faire la gueule de Brad Pitt et ça marche pas. Ils ont investi très cher pour ça. Bon, vous imaginez le ressentiment. Alors, on commence par ça, c'est déjà sympathique. Après, vous avez les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate. Enfin, il faut quand même le faire, hein. J'imagine qu'il n'y en a pas à l'INSA. Hein. Bon. Et là, aux États-Unis, d'après une statistique, ils sont 16%. Ne rigolez pas, c'est 9 en France. Non, mais vous imaginez. Après, vous avez les récentistes. Alors ça nous vient d'un Russe qui a sorti la thèse complètement farfelue que, si vous voulez, dans la chronologie mondiale, il nous manquait quelques années. Donc tous les événements sont faux et mal placés. Bon, ok, c'est assez simple. Et je finirai avec les QAnon. Hein. QAnon, c'est tout simplement un personnage Q qui, donc c'est anonyme, qui s'exprime de temps en temps, et vous avez des centaines de sites où on interprète les propos de Q. Et dans les meetings de Trump, il y a énormément de Q. Et vous ne comprenez pas les 75 millions d'électeurs de Trump il y a quelques mois si vous n'avez pas ce phénomène. Donc là, on a quand même, si vous voulez, des systèmes techniques qui, en relation au marché, un système technique est toujours en relation à un marché, ont été pensés de telle sorte qu'ils détruisaient la démocratie. Donc,
voilà, comment pense le numérique l'ingénieur INSA. Hein, c'est-à-dire, comment on peut essayer de contrecarrer ce genre de choses. Et en fait, si vous voulez, et c'est ça qu'on appelle les low-tech. Le low-tech, je réfléchis à l'insertion dans un tissu social de la technique que je propose. Ce n'est pas simplement une technique très simple. Ça peut parfois être un peu plus sophistiqué, mais la sophistication, elle est beaucoup dans la réflexion sur l'insertion de l'objet dans un tissu social. Donc en fait, je dirais que, si vous voulez, l'ère qui s'ouvre devant nous, c'est du pain béni pour les ingénieurs. Vous avez du boulot, les amis. C'est-à-dire que, pas seuls, les autres dans la société vont bien sûr tous contribuer, mais alors vous avez de responsabilités très particulières. Parce que c'est nos techniques style 30 glorieuses qui nous amènent à toutes les courbes que je vous ai montrées. Et donc, je trouve qu'être formé ingénieur avec un E ou ingénieur sans E aujourd'hui, c'est extrêmement important. C'est relever ce défi. Et on peut s'inspirer, si vous prenez par exemple quelque chose comme la permaculture, c'est quand même assez intéressant. La permaculture, vous le savez, c'est inventé dans le cadre d'un master. C'est le master d'Holmgren, qui est tout jeune à l'époque. Son prof, c'est un agronome australien très connu, c'est Mollison. Et il invente la permaculture. Alors, c'est pas sans lien avec l'agroécologie, mais c'était beaucoup plus précis et c'était pensé de façon beaucoup plus rigoureuse. Et l'idée, c'était de faire une espèce de jonction entre la science des écosystèmes et sa complexité et les pratiques et les savoirs des aborigènes. Vous auriez dit ça à Gaston Berger, je pense qu'il n'aurait pas apprécié. J'espère que personne ne m'en voudra ici. Mais le Gaston Berger qui renaîtrait aujourd'hui, effectivement, il trouverait matière à penser dans cette idée. C'est assez intéressant. On est vraiment face à un défi. Alors, toute la difficulté, si vous voulez, ce qui n'est pas juste en quelque sorte, mais voilà, la chose est comme ça, c'est que si je regarde ce défi, et si je regarde la manière, et j'en ai fini dans 2 minutes, si je regarde la manière dont on se comporte aujourd'hui, on dit c'est cassage de gueule. On ne va pas y arriver. Plus compliqué, j'ai plus le temps de vous le dire, mais quand on regarde maintenant la manière, y compris certaines cours juridictionnelles, la manière dont une partie des élites commence à prendre en compte la chose, y compris justement dans les écoles d'ingénieurs, où on regarde beaucoup plus sérieusement ce problème-là, ne le répétez nulle part, mais qu'à l'Élysée ou qu'à Matignon, eh bien, il y a un petit espoir. Il y a un petit espoir. Mais effectivement, c'est un cassage de gueule, ou alors on a vraiment une ou deux générations, si vous voulez, qui font en gros comme les honorati romains. Vous savez, les honorati romains, c'est ces hauts fonctionnaires qui, la fin ça commence un tout petit peu à la fin du IIe siècle, ça devient assez vif, un peu plus important le 3, évidemment, le 4 surtout. Vous avez des hauts fonctionnaires romains qui se convertissent au christianisme. Et en se convertissant au christianisme, eh bien, ils changent leur mode de vie et ils passent à des modes de vie plus simples. Il y a très peu d'exemples dans l'histoire où vous avez des élites qui simplifient leur mode de vie. Il y en a 2 autres. Il y en a une, c'est l'ère Edo au Japon, et puis c'est les mouvements de pauvreté avec les franciscains à la fin du XIIe siècle, enfin milieu du XIIe siècle. Donc, voilà, soit on se casse la gueule, soit on arrive petit à petit, mais je ne sais pas, il faut presque un miracle anthropologique, à prendre le taureau par les cornes et à essayer de s'extraire de cette période avec le moins de casse possible. Et effectivement, dans cette opération-là, les ingénieurs ont un rôle important à jouer. Alors, ce qui va sans doute nous aider, c'est qu'effectivement, dans la décennie, les phénomènes sensibles aux gens, donc les phénomènes extrêmes, vont continuer à s'intensifier. Et on peut espérer, vous avez vu comme moi, l'étude du Lancet, produite sur une enquête concernant une dizaine de milliers de gens jeunes à l'échelle du monde. Inde, Nigeria, États-Unis, Europe. Et là, vous avez 3/4 des gens jeunes qui décrivent avec l'adjectif effrayant leur vision du futur. Ils ne vont pas se laisser mener à l'abattoir. Donc, à nous les plus âgés, vous voyez là, on peut difficilement tromper mon public, eh bien, aussi d'essayer de prendre notre part à cette chose. Et encore une fois, les ingénieurs ont une part décisive à prendre dans cette bataille. Voilà. Merci de votre attention.
Si vous avez des questions, des précisions, des idées, des réflexions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais tout de suite regarder. Et on a aussi peut-être des questions qui sont déjà en live. Là, je me tourne vers Camille qui va peut-être pouvoir nous faire remonter des questions que le public a sur l'exposé de Dominique Bourg. Merci encore. On a pu découvrir des chiffres, des idées, des réflexions. Camille, je vous laisse nous faire remonter donc une question peut-être. On va voir, alors après je vais demander l'aide aussi de la régie. Est-ce qu'il faut qu'on ferme l'ordinateur ou est-ce qu'on en aura besoin peut-être pour les réponses? Alors tout à fait, moi j'ai une première question du public en distance, donc de Pascal Godard. Donc il nous dit que l'Europe c'est 10% des émissions de CO2 mondiales. Quel impact peut avoir son action sur le bilan mondial en 2050? À son avis, pas grand-chose, en sachant que les pays en voie de développement sont largement majoritaires et vont continuer à émettre toujours plus de CO2. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Effectivement, la Chine, 1/5 de la population, l'Inde, à peu près pareil. Donc effectivement, suivant les modèles qu'ils vont emprunter, on passe ou ça casse. Du côté de certains pays en développement, la chose est plus complexe. Si vous regardez ce qu'ont fait disons, par exemple, beaucoup de pays africains ont rendu en quelque sorte leur copie un peu avant tout le monde, avant la COP21, quand on devait faire connaître ces engagements de réduction. En termes d'agroécologie, etc., c'est plutôt des pays qui sont relativement inventifs. Donc voilà, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, on a encore l'impression que les jeux sont assez ouverts et qu'il est très difficile de dire les choses, d'autant qu'encore une fois, suivant la survenue des événements et leur rythme, on peut avoir des mentalités qui changent et des consentements au changement qui changent fortement. Donc, c'est vrai que quand on voit cette donne que je vous ai exposée, c'est quand même pas très réjouissant. J'espère que vous allez tous regarder un bon film ce soir. Mais, si vous voulez, il y a un degré de dégradation de l'habitabilité de la Terre, c'est fini. On ne retrouvera pas la planète que l'on a connue il y a encore quelques décennies. Ça, c'est terminé. Mais on a encore la possibilité de ne pas arriver à ces schémas où vous avez une grande partie de la Terre qui n'est plus habitable. Et ça se joue maintenant, et ça se joue quand même en grande partie dans la décennie qui vient. Donc effectivement, c'est pas complètement mal parti. En tout cas, maintenant, autre élément pour la réponse qui est vraiment très importante, c'est, si vous voulez, d'une part, si on prend climat plus exactement, on a l'aspect réduction des émissions pour atténuer le dérèglement climatique, mais on a l'aspect adaptation. L'aspect adaptation, les conséquences bénéfiques sont tout de suite, et c'est vital. Comme de toute façon, le climat pour les 20 ans qui viennent s'est plié, on ne le touchera plus, on aurait tout intérêt à vraiment revoir notamment, par exemple, l'infrastructure de nos villes. Moi, je ne vois pas comment on peut vivre dans une ville comme Paris dans 20 ans. Petite anecdote, quand j'étais encore à Troyes, j'avais reçu un collègue de Bangalore. Et on était en mai 2003. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais fin mai 2003, on a eu un épisode très chaud. Et après, on a eu la canicule les 15 premiers jours d'août. Et quand ce collègue est venu, je suis allé chercher à la gare, il m'a dit « Je viens de passer 3 jours à Paris, plus jamais je ne reviens dans ton pays. » Il venait de Bangalore. Je dois dire que mon moral s'est complètement effondré. Je me suis dit, si lui, habitant Bangalore, il trouve que Paris est insupportable en termes de chaleur, et effectivement, n'oubliez pas les chiffres que je vous ai donnés. Vous avez des maxima beaucoup plus importants au nord. Étonnant. Et donc, contrairement au discours qu'on entend tout le temps, non, au Vietnam, etc., ils vont morfler, en Afrique, ils vont morfler, mais nous, en Europe, on ne morflera pas, c'est faux. Et on l'a vu cet été. C'est complètement faux. Donc, l'adaptation, c'est une chose très importante. Si vous commencez à mettre de l'énergie dans l'adaptation, dans la tête des gens, le cheminement va se faire. Et ils accepteront probablement beaucoup plus facilement de réduire. Maintenant, réduire, effectivement, dans un premier temps, on voit bien qu'on va se priver de choses qui nous ont facilité la vie. C'est vrai, appelons un chat un chat. Dans un premier temps, les choses vont un peu se produire comme ça. Mais en fait,
un peu après, au contraire, c'est plus de sens. Alors c'est une santé qui peut redevenir bien plus favorable, et c'est un bien-être qui, au contraire, peut largement s'accroître. Donc, il n'est pas nécessaire, si on arrive à s'organiser, alors à l'échelle d'un pays, ça n'a pas de sens, mais à l'échelle d'un continent, ça a un sens. Ensuite, je dirais que le sens qui est différent, c'est que quand même la vieille Europe et les États-Unis, c'est, qu'on le veuille ou non, ça reste encore le modèle de consommation du reste du monde. Si on arrive à montrer qu'on peut vivre mieux en consommant moins, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas une incidence ailleurs. Je dirais que de toute façon, il faut y aller. Et on a tout intérêt à y aller et à surmonter nos doutes pour ce faire. Peut-être un mot pour relancer, justement, la période de Covid a été une période un peu de suspension pour le reste du monde, sur nos activités, notre consommation et notre façon de gérer les choses. Peut-être pas la consommation de télécommunications. Non, celle-là, elle a augmenté. Ça a été un vrai boom. Est-ce que là, on a pu remarquer des choses en un an et demi, 2 ans? Est-ce qu'on a vu des choses évoluer, justement, grâce à la cession de certaines activités? Alors, on a vu des choses, mais c'est très difficile de dire, si vous voulez, si on va les confirmer ou pas. Il y a eu une petite prise de conscience des effets de la biodiversité. Parce que ce qui nous arrive avec la Covid, alors on a 2 scénarios, dans les 2 cas, c'est une perturbation anthropique. On comprend la Covid comme une des manifestations de l'augmentation des zoonoses qu'on connaît depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'effectivement, de manière générale, quand vous détruisez la diversité d'un écosystème, vous troublez l'ensemble et les pathogènes n'ont plus d'espèces, ils risquent de ne plus avoir d'espèces hôtes où ils peuvent vivre sans tuer l'espèce en question, c'est le cas des chauves-souris pour le corona, et donc les pathogènes commencent à circuler et ça devient très destructeur dans l'écosystème. On est plutôt dans cette phase-là. Et là, systématiquement, toutes les zoonoses qu'on a eues, Ebola, etc., chikungunya, etc., c'est chaque fois qu'on est mis en contact avec des zones refuges du sauvage, il n'y en a plus beaucoup, en général par une espèce animale tierce, et ça nous contamine. Et ça, c'est quelque chose qui va probablement continuer. Et on craint aussi beaucoup la fonte du pergélisol. Alors, je me souviens, c'était en 2015, j'avais été mandaté par le gouvernement français pour aller prêcher en Russie. Alors, bien mal m'en a pris, parce que si vous voulez, chaque fois que j'avais terminé mon exposé, il y avait un vieux géologue qui venait aux étudiants. Tout ça, c'est de l'impérialisme occidental. C'est complètement faux ce qu'il vous a dit là. Et je me souviens d'une fois, alors plusieurs fois c'est arrivé, mais d'un virologue, et là j'étais à Academ Grodok. Vous savez, on est à 40 km de Novosibirsk, c'était là qu'il y avait la Cité des Sciences. Et j'étais dans l'immense hall qui date des années 60, où vous avez une fresque gigantesque. Vous avez toutes les figures, on commence par la science grecque et ça finit par les grands scientifiques de l'époque, des années 60 en Russie. Vous n'avez aucune effigie de Marx, aucune effigie de Lénine, Engels pas plus, ni de Staline. C'est-à-dire que vraiment, on voulait, passez-moi l'expression, mais foutre la paix aux scientifiques pour qu'ils nous produisent des bombes. Hein. En gros, c'était à peu près la mentalité de l'époque. Et là, un virologue est intervenu et dit non, les amis, nous, on risque de morfler absolument, alors de bien des manières, mais notamment sur un plan sanitaire, avec la fonte du pergélisol. Donc il y a une petite prise de conscience un peu plus grande. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que signifie la biodiversité. Ils ont un petit peu mieux compris. Il y a eu un moment donné où on a eu peur de manquer. Et comme en fait, vous voyez que maintenant il y a un contre-coup de la Covid, on commence à manquer d'un certain nombre de choses. Et donc ça a un peu crédité, je dis bien un peu crédité, mais les gens n'ont pas besoin de ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibles à cette idée d'effondrement. Ça a un petit peu crédité ça. Ensuite, le numérique, c'est à double tranchant. Parce que Zoom, c'est génial, on en profite aujourd'hui, mais très sincèrement, passer une journée sur Zoom, on devient complètement neuneux. Et donc, il y a un désir, au contraire, je dirais, de relativiser ces choses-là, et pas sur tous les plans, mais la question du contact physique est plus importante. Je dirais encore une chose aussi, c'est qu'on a vu un petit début d'exode, non pas rural, mais urbain. Notamment à Paris, c'est assez sensible. Vous avez des gens qui commencent à partir. Et d'ailleurs, le prix de l'immobilier est en train un petit peu, est-ce que c'est ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il est un petit peu en train de descendre. Et je pense que dans la décennie, si on ne prend pas le taureau par les cornes, eh bien, ces grandes villes très minéralisées vont devenir, pendant une période assez longue, parce qu'on peut avoir des vagues de chaleur d'avril à novembre. Et donc, je pense que, en plus lié au numérique, justement, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être fuir
ces grandes villes qui vont devenir très difficilement vivables durant des périodes. Alors, il ne suffit pas simplement que ce soit une canicule très élevée. Hein. Si vous avez la nuit une température qui ne redescend pas en dessous de 29, vous ne régénérez pas votre corps. Et c'était ce qui avait fait la mortalité, notamment durant l'épisode 2003. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on voit, mais c'est trop tôt pour dire quelles leçons on va en tirer, en quoi ça va vraiment, sur la durée, impacter nos modes de vie et nos manières de voir. Voilà, c'est ça, des pistes de réflexion ou des Plutôt, inspirations ouais, en se disant plutôt. on a été surpris de ces chiffres-là et il y a quelque chose à creuser. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Merci. Oui, je vais essayer d'être bref. On voit que il faut absolument, dans les pays développés, que les mentalités évoluent. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, qu'est-ce qui fait évoluer les mentalités? Essentiellement, la culture. La culture notamment, parfois certains événements quand même. Oui, les provoque, Ouais. les événements catastrophiques en particulier. En particulier, Oui. Mais l'action continue, c'est le rôle de la culture pour faire s'adapter les mentalités aux changements qui imposent d'autres comportements. Or, quand on fait le constat des moyens culturels dont on dispose dans les pays développés, pour se limiter à la France, qu'est-ce qu'on a? Le théâtre, le cinéma, la musique, se cantonne dans une culture traditionnelle, celle des 50 dernières années. C'est dans ce domaine-là qu'on devrait avoir un saut culturel. Par exemple, vous citiez la multiplicité des organes de télévision. Il est grand temps qu'il y ait une chaîne de télévision consacrée à la science, à la technologie, pour montrer que science et technologie peuvent avoir justement un rôle dans ces changements de comportement. Mais elle n'est pas annoncée, cette chaîne. On a eu quelques espoirs avec Arte. Arte, oui. Par certains côtés, elle passe quelquefois de bonnes émissions. Mais les Français sont cantonnés dans le sport, dans le divertissement, dans le loisir. Et bêtement, je dirais, on continue à regarder passer les images sans prendre conscience de ce qui arrive. Et alors, une autre question, vous n'avez pas évoqué... Alors, vous avez évoqué la démocratie. Ça aussi, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est lié. Et vous n'avez pas évoqué, par contre, la démographie. Alors, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur le rôle de la démographie dans le phénomène qui nous assaille. Alors ça, c'est une question. Par contre, un peu sur le rôle de la culture. Est-ce que c'est le rôle de la culture de faire de la pédagogie? Alors, non, le rôle de la culture est très important. Maintenant, je vous donne un exemple où on a des événements qui ont vraiment bouleversé une culture. C'est quand vous sortez des guerres de religion. L'idée s'impose, si vous voulez, alors que toute la société d'avant est structurée sur le salut, l'idée s'impose que, finalement, c'est plus ce qu'on doit rechercher. C'est-à-dire que les conceptions du salut entre protestants, catholiques, etc. sont complètement contradictoires, qu'on s'en sort pas et qu'on s'est entretué de manière complètement inutile pour ça. Et on voit très bien dans l'émergence de la philosophie du contrat des hops, si vous voulez, le salut, on s'en fout. La chose qui est mise complètement en avant, c'est comment peut-on mieux vivre sur Terre. Et donc, les guerres de religion ont crédité de façon extrêmement forte le fait que le but d'une société, c'était plus de s'organiser pour ménager le salut des individus, mais c'était de s'organiser pour permettre un meilleur bien-être. Alors ça reste très théorique dans un certain temps, et on l'a vraiment vécu avec les Grandes Trente Glorieuses. La société doit s'organiser pour permettre l'épanouissement matériel des individus. Et à la fin du 19e, c'est exactement le consensus qui crée les démocraties représentatives. On est tous d'accord sur le fait qu'on va devoir enrichir tout le monde, qu'on doit maximiser la production de richesses,
et qu'on doit la redistribuer. On s'écharpe sur la façon de maximiser, entreprise privée ou rationalisation de la production, on s'écharpe sur le critère de redistribution, géométrique au prorata des mérites ou arithmétique plutôt égalitaire. Mais tout notre système droite-gauche et notre système politique se construit là autour. Donc tout ça, c'est de la culture. Alors, il est fort possible que ce qui nous arrive là et ce qui va continuer à nous arriver soit un choc énorme sur certaines de nos représentations. D'ailleurs, vous avez vu que, par exemple, l'idée de progrès, à part les transhumanistes, il n'y a plus qu'eux qui y croient. Mais le reste de la société, et même à l'échelle mondiale, c'est le sondage que vous donnez sur les jeunes, donc on voit là qu'il y a des chocs qui sont vraiment importants. Alors, à l'encontre de ce que vous, pas de ce que vous dites, mais de ce qu'on peut espérer, on voit les réseaux sociaux. Moi, je sais pas si, en tant que pédagogue, je sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais quand j'avais des étudiantes ou des étudiants, je suis à la retraite maintenant depuis 2 ans, qui me faisaient un exposé essentiellement sur le web, j'avais l'impression que 10 jours après, ils n'avaient rien retenu. Un exposé qui était fait sur de la lecture d'articles scientifiques, lecture de livres de réflexion. Il y a une ingestion de l'information, de la réflexion, qui imprime sur la durée. Et donc là, on a un système, on le voit, moi je le vois même par exemple sur des jeunes d'une ZAD, par exemple. Les jeunes d'une ZAD, ils n'ont plus du tout l'idée d'une société. Ils sont entre eux, et ils fantasment l'avenir entre eux. Une société, ça se fait avec tout le monde, y compris les meurtriers, les criminels, les abrutis. Et on est tous abrutis à un moment donné ou à un autre. Donc, une société, ça se fait avec l'ensemble. Et cette fragmentation, ça fait qu'on fantasme des segments de société. On n'arrive plus à se représenter le fait qu'une société, ça se vit avec tout le monde. Et voilà. Alors maintenant, pour la question de la démographie, si je l'ai un petit peu traité au début, je vous ai dit que, en fait, effectivement, la démographie, la masse humaine mondiale, c'est très simple. Si je prends par exemple les vertébrés au monde, les vertébrés sauvages, maintenant, c'est en gros 3 à 4% de la biomasse des vertébrés. Les 2 tiers de la biomasse des vertébrés mondiaux, ce sont nos animaux domestiques, et 1 tiers, c'est nous. Donc on est un peu comme un caïd dans une cour de récréation qui flingue tout le monde. L'humanité, c'est pas génial, vu de ce point de vue-là, par rapport au reste du vivant. Donc, effectivement, la démographie est un problème. Simplement, c'est un problème qui est en train de se résoudre par lui-même. Vous regardez certains pays du Maghreb, vous aviez, il y a encore quelques décennies, un taux de fécondité de 6 enfants par femme. C'est systématiquement en dessous des 2. Très étonnant. Et ça s'est effondré en très peu de temps. Et je vous dis, il n'y a plus que certaines couches sociales en Afrique où vous avez vraiment une démographie qui reste très forte, avec un taux de fécondité très fort, pour des raisons de pauvreté, parce que c'est une réponse à la pauvreté. Donc, oui, la démographie est quelque chose d'important, elle a contribué à ces courbes que j'ai montrées tout à l'heure, mais le problème, encore une fois, est en train de se résoudre très rapidement. C'est-à-dire que si les taux de fécondité qu'on a aujourd'hui se maintiennent sur plusieurs décennies, franchement, en 4 générations, vous avez un pays comme l'Italie, un pays comme le Japon, on est à peu près à 1,4. En 4 générations, vous n'avez plus un Italien, plus un Japonais. Donc, eh bien, ça va très vite. Voilà, juste pour dire sur ce sujet-là. Nous avions une question sur la droite ici. Oui. Bonjour, donc de Tony Dupin, Bonjour. Je suis ingénieur INSA 2005. Donc je voudrais recentrer un peu et parler sur vraiment... parler en tant qu'ingénieur et aux ingénieurs, j'espère, et en même temps faire le lien avec la culture que vous évoquiez, monsieur. Est-ce qu'on peut oser cette analogie entre l'ingénieur et Héraclès? Donc je remonte un peu loin dans la mythologie, mais... Intéressant en tout cas, allons-y. Donc Héraclès est quand même envoyé sur Terre par Zeus pour combattre les monstres et faire l'harmonie entre les hommes, le vivant, la Terre, le cosmos, pour les Grecs. Donc il est envoyé sur Terre pour faire ça, mais il ne faut pas oublier que dans sa perfection de la force, exacerbée chez Héraclès, Héraclès à un moment est pris de folie et tue ses enfants. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu cette analogie chez l'ingénieur d'être dans un perfectionnement technique jusqu'au boutiste, qui du coup oublie un petit peu de questionner ce qu'il produit, ce qu'il réalise, et du coup peut être amené par conséquent à tuer ses enfants ou dégrader en tout cas le monde qu'il laissera. Voilà.
Je trouve que c'est une belle analogie. Moi, je vais répondre par une réflexion que m'avait faite un étudiant de l'UTT, qui était dans le département génie informatique. Enfin, il ne s'appelait pas comme ça, mais c'était à peu près ça. Et il me disait, alors j'espère que je ne vais pas vexer l'INSA, hein. Mais en fait, comme le modèle est quand même assez proche, il y a ici aussi à l'INSA, et c'est une vieille tradition de l'origine, mais Berger, où vous avez une part sciences sociales humaines non négligeable dans votre formation. Et ça, je pense que c'est clé pour un ingénieur aujourd'hui. Si vous voulez, il me disait, voilà, peut-être que techniquement, je vais être moins bon que certains d'autres écoles, mais moi, au moins, je saurai pourquoi, à quel moment, c'est peut-être pas nécessaire de recourir à telle ou telle technique. Et c'est pas sans lien avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'ingénieur aujourd'hui, c'est pas simplement quelqu'un qui doit être fier de ses techniques, c'est quelqu'un qui doit être aussi très conscient de limites de ses techniques. Et c'est ça la nouvelle culture de l'ingénieur. Et c'est les grands mathématiciens qui nous l'ont appris dans les années 30, hein, quand on s'est aperçu que vous prenez le système de l'arithmétique. Alors si on va au-delà de l'addition et de la multiplication, on a des très beaux axiomes qui portent sur les entiers. On a l'impression que c'est parfait, puis finalement, on peut générer des énoncés dont on ne pourra montrer ni la vérité ni la fausseté. En d'autres termes, ce qu'on croyait parfait n'est pas parfait. Notre compréhension des entiers n'englobe pas la totalité des entiers, et en fait est contiguë à l'arithmétique, l'ignorance. Étonnant. Ça, c'est ce que tout ingénieur devrait avoir en tête. Évidemment, dans les sciences de l'ingénieur, c'est encore pire. Bon. Et donc, si vous voulez, il faut réinscrire nos savoir-faire de l'ingénieur dans la société et être des ingénieurs un petit peu plus modestes. Vous avez un joli petit livre d'un ingénieur de l'INSA, Franck Adjeri, pas de l'INSA, excusez-moi, Sophie Antipolis, que j'ai contribué à publier au PUF, un petit manuel de réflexion de l'ingénieur, justement, où, dans un dialogue avec le papou, l'ingénieur apprend un peu la modestie. Et donc c'est très bon d'avoir Héraclès, parce qu'effectivement, un Héraclès qui croit un peu trop en ses muscles, je crois que vous avez raison, ça peut donner pas mal de dégâts. Et donc, il ne faut pas renoncer à sa force, mais il faut mieux en connaître les limites pour ne pas en déployer les dégâts. Et je trouve que c'est une très belle leçon, effectivement, pour l'ingénieur d'aujourd'hui. Encore une piste de réflexion qu'on va évoquer lors de la table ronde. Effectivement, l'ingénieur aussi est un outil d'entreprise, parfois, et ce ne sont pas ses intérêts à lui, mais celui de l'entreprise et de l'économie, donc c'est ce qu'on va aussi voir. Une question encore sur le web, peut-être, Camille ? Oui. Alors, une question de Pascal Poul. Peut-on vraiment faire confiance aux ingénieurs pour résoudre ces difficultés ? Dit autrement, le mindset techno-solutionniste a généré ces difficultés. Qu'est-ce qui peut nous faire vraiment croire que ce mindset n'est plus dominant ? Peut-on vraiment faire confiance aux formations actuelles pour faire différemment ? Prospective, SHS, sciences politiques sont-elles suffisamment présentes dans les formations scientifiques et techniques pour lutter contre ça ? Merci. On vient un peu de l'évoquer. Oui, on va un peu l'évoquer, puis je me sens un peu mal de répondre à la question, parce que là, à la place, par exemple, de votre directeur. Non, je pense que l'INSA avait déjà ça dans ses gènes. Alors après, je ne sais pas comment vous le développerez, etc. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, surtout, si vous voulez, comment dire, ce qui est vraiment très important par rapport à un imaginaire des années 60, c'est l'ingénieur, c'est aussi une des fonctions dans la société, il y en a d'autres. Et il faut aussi qu'il arrive à comprendre comment il peut se mailler avec les autres fonctions. Les soignants sont très importants. C'est un peu cucu ce que je vais dire, mais si vous voulez, quand on a un amont de difficultés qui arrive, la meilleure attitude, c'est quand même un peu la solidarité. Et l'ingénieur, c'est une des fonctions fondamentales dans la société, il y en a d'autres. Comment il peut mieux les connaître, mieux se mailler avec elles, et pas penser qu'il va tout faire tout seul avec ses petits bras. Ça aussi, c'est quelque chose. Et quand je dis ça, justement, je vais au-delà de ma paroisse, les sciences sociales, les humanités. Si vous attendez tout des humanités, les amis, on est foutus. Hein. On n'y arrivera qu'ensemble, en maillant les savoirs, les expériences et les postures qu'on a dans la société. Là où on a, et vous venez de le dire, si vous voulez, il y a une espèce d'honneur de la connaissance, mais la connaissance, elle s'honore beaucoup plus quand elle connaît aussi ses limites. Et en fait, les raisons pour lesquelles, si vous voulez, on est dans cette posture, c'est qu'on n'a pas compris que finalement, la nature, elle ne métabolise pas nos artefacts. Et crée des dégâts. C'est un sacré défi pour nous. Comment, en connaissant mieux les limites de nos connaissances et par conséquent les limites de nos savoir-faire,
Comment on peut retrouver une réinscription plus harmonieuse dans la nature? Et ça, c'est tout le monde qui doit fournir la réponse, c'est pas simplement les sciences sociales. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être là-haut? Oui, donc bonsoir. Vous écoute. Donc moi, c'était une question. Donc au niveau du changement, a priori, attendre que les gens changent d'avis et tout ça, ça sera peut-être un peu trop long. Du coup, on a peut-être un levier qui est le levier un peu juridique et législatif. Et si on utilise ce levier, en fait, comment faire des lois qui marchent? Comment faire des lois, que ce soit au niveau national? Comment faire des lois après pour les appliquer au niveau international, donc que ce soit européen ou même au niveau mondial? Ce que vous nous avez dit, donc la Convention pour le climat, qui a priori préfère le commerce à notre santé, bon, c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas. Du coup, comment en fait on peut faire ces lois? Comment les faire appliquer? Comment un État ou même un ensemble d'États tels que l'Europe peut appliquer ces lois à des pays comme la Chine, par exemple? Et une dernière chose, quand on fait ces lois, on l'a vu un petit peu avec le Covid, on mélange souvent politique et science. Donc on a vu au début de la pandémie le gouvernement faire des annonces sur le masque, sur les gestes barrières, sur beaucoup de choses, puis revenir en arrière. En fait, on s'appuyait sur des politiciens qui manient l'art de la politique parce que c'est leur métier, mais qui ont fait des recommandations scientifiques alors que ce n'était pas leur rôle, à mon sens. Et donc, comment faire en fait pour arriver à associer ces deux, avoir peut-être des instances qui peuvent donner des recommandations basées sur la science et sur des faits à la population, et ensuite avoir des politiques qui les appliquent et qui les défendent. En fait, comment on peut articuler, et est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des moyens d'action? Alors, sacrée question, hein. Si vous voulez, premier élément de réponse, la loi est très importante. Je veux donner l'exemple des quotas, par exemple. Oui, effectivement, ça peut être décisif. Mais on ne peut pas tout attendre de la loi. Il y a des aspects qui vont plus relever de la culture que de la loi, qui vont relever de la responsabilité personnelle, etc. On voit là, par exemple, la vague écoféministe. C'est intéressant parce qu'on revient sur des fondamentaux. Mais en même temps, par une loi, vous n'allez jamais faire qu'il n'y ait plus aucun homme qui se comporte comme une brute. Vous n'y arriverez pas avec la loi. Alors, déjà, première chose, il faut savoir que les lois ont leurs limites. Ça peut parfois être très efficace, je donnerai un exemple. Ensuite, deuxième chose, une loi qui n'est pas bien comprise, quand il n'y a pas... Et c'est ça le problème de l'environnement, si vous voulez. Passez-moi l'expression, mais vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'environnement, c'est chiant. C'était pas enthousiasmant, mais moins 68, moins 72, moins 76. Bon. Et donc, si on ne comprend pas, si on n'a pas la culture requise, y compris la culture scientifique, fondamentale, si on ne comprend pas ça, d'ailleurs, il suffit de voir les conneries qu'on raconte sur Mars. Je veux dire, la masse de Mars n'est pas suffisante, quand bien même on arriverait à terraformer Mars, l'atmosphère qui finirait par ressembler à celle de la Terre repartirait dans l'espace. Ça durerait à peu près 1 milliard d'années, il faudrait s'y remettre à nouveau 1 milliard. Il y a de quoi démoder le coupé de Tesla, d'Elon Musk. Hein. Donc tout le monde part sur ce délire, on va aller sur Mars, c'est une connerie totale, c'est absurde. On voit bien qu'on a un défaut de culture fondamentale. Donc, si on ne comprend pas les raisons pour lesquelles on doit faire ce qu'on doit faire, on ne va pas y arriver. Donc, la loi, c'est un élément. Alors maintenant, il y aurait une loi qui serait vraiment très fondamentale. Nous, on a proposé ça dans notre petit livre Retour sur Terre, 35 propositions. Ça serait la question des quotas. Mais vous allez voir à quel point c'est fun, mon affaire. Hein. C'est-à-dire que, en fait, quand vous achetez un bien, vous avez sur votre carte bancaire, vous avez 2 puces. Vous avez une puce monétaire et vous avez une puce où vous avez un quota annuel pour les biens courants. Vous pourriez avoir un quota sur la vie, pour l'immobilier, l'avion, etc. Un quota d'unité de charge écologique. Et quand vous achetez un bien, vous regardez votre monnaie, évidemment, et vous regardez vos unités de charge écologique. Là, je vous assure que des tomates poussées sous serre en Hollande, achetées en plein hiver, elles sont dégueulasses, passez-moi l'expression, elles sont pétées de carbone. Là, vous allez payer très cher en termes d'unités de charge écologique. Vous n'allez pas continuer à les acheter. En revanche, des tomates permacolle produites à quelques kilomètres de l'INSA, amenées à vélo électrique, au contraire, que vous contribuez à restaurer l'entomofaune, la microfaune des sols, etc., la biodiversité de manière générale, peut-être même que vous allez retoucher quelques unités de charge écologique. Donc, mais ça serait hyper impactant. Là, en 10 ans, vous avez complètement changé les modes de vie et les modes de production. Mais vous imaginez le pouvoir qui met ça en place ? Vous imaginez les gilets, là encore une fois, arc-en-ciel, hein ? Vous en avez partout. Donc, si on ne comprend pas, on ne le fera pas.
Or, on a aujourd'hui un système d'information qui fait qu'on ne peut pas comprendre. Il est conçu pour enfermer les gens dans des niches absurdes. Donc voilà. Et alors, cela dit, moi j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur comment on pouvait faire la loi autrement. Avec l'histoire de troisième chambre, etc. Je ne vais pas vous raconter ça. Hein. J'ai publié ça il y a une dizaine d'années. OK, mais je pense que là aussi, nos institutions, on doit les changer pour faire la loi un peu autrement, si vous voulez, en tenant beaucoup mieux compte des connaissances scientifiques. C'était l'idée. C'est-à-dire comment je peux, avec une troisième chambre, mieux informer les deux autres chambres sur un plan scientifique. Oui, non, mais c'est deux paramètres fondamentaux. On est bien d'accord. Tout à l'heure, je me suis laissé emballer. Je n'ai rien contre la culture, le cinéma, la musique. Ah oui, mais je ne l'ai pas compris comme ça. Je voudrais simplement que la science ait sa place dans la culture en France. Non, mais c'est fondamental. Et moi, je ne dirais pas la science, je dirais les sciences. Parce que vous avez des choses qui sont très différentes, et c'est très important que les gens aient une culture en termes de physique, en termes de mathématiques, mais en termes d'éthologie, en termes de biologie, sur les plantes, etc. Vous voyez ? Oui. Alors, on va peut-être passer à la table ronde maintenant, si ça ne vous gêne pas. On verra si on garde un peu de temps à la fin de la conférence. On a encore une petite demi-heure avec nos étudiants qui doivent prendre la parole ce soir. C'est essentiel pour eux. Donc, je vais inviter à nous rejoindre 3 personnes qui vont aussi apporter leur piste de réflexion et on reprendra une ou deux questions peut-être juste après.